Bon, je vais essayer de faire une toute petite traduction de la présentation. Après, je passerai la parole à Camille et Violette, qui nous viennent directement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. ZAD, zona defendre deitu eremua, aipu da initzetan, onerako eta txarrerako. Badakizue aurtengo urtarrilean, 50 urte iraunduen gatazka baten ondotik, Frantziar gobernuak, lehen ministroaren ahotik, nazioarteko aireportu proiektua bertan behera uztea erabaki zuela. Hau izan da oposizio mugimendu anitz baten garaipen handia, baina halere pozak zuen luzaz irauna, eta 1978ko maiatzaz geroztik izan den polizio operazio handiena antolatu du gobernuak handik hilabete gutxira eremu hori kanporatzeko. Hainbat bizitegi hautsiak izan dira, 100 zauritu, eta 1600 hektareako eremu horren kudeantza da horren korapiloa gaur egun nork bere gain hartuko duena. Geroztik bazterrak pixka bat lasaitu dira, naiz okupazio mugimenduak han irauten duena, eta administrazioarekin negoziaketa bat hasi ere, gai korapilatsu bat da, ez dira jarrera guziak berdin okupazio mugimenduan horren inguruan. Halere, okupazioak entzina segitzen du, eta okupazio horrek ere ekarri ditu lotura batzuk ala nola Euskal Herriarekin, zaden inguruan, elkartasun mugimendu bat, baita ere eraikuntza bat, anbazada izenekoa, barbaipatuko digute gero gure adiskideek. Badugu gutxi gora bera ordu bat eta erdi, konferentzia honen inguruan, beraz haiek mizatuko dira 3 ordu laurdenez, eta gero galderak eta oharrak egiten ahalko dituzue. Beste bi gauzatxo ere bai, Zari buruzko liburu bat aterra berria da, Gatuzain argitaletxearen eskutik, beraz gehiago ezagutu nahi baduzu horri buruz salgai izanen da angostan dana, eta gero Zadeko adiskideek ere ekarri dizkigute hainbat dokumentu beraien egoera esplikatzeko. Je ne vais pas faire de traduction au français. Je vais directement passer la parole à Camille et Violette. Donc très rapidement, j'ai fait un contexte sur la ZAD d'aujourd'hui, après l'abandon du projet de l'aéroport, l'opération massive d'expulsion qu'il y a eu au printemps dernier, et donc les nouvelles négociations qui se sont ouvertes avec l'administration, et notamment sur la gestion de cette fameuse zone occupée. Où c'est que ça en est aujourd'hui, les perspectives. Donc merci à Camille et Violette d'être venus. Bon, bonjour à tout le monde. Vous nous excuserez si on fait des répétitions parce que notre compréhension du basque n'est pas encore optimale, même si on y travaille depuis qu'il y a beaucoup de personnes du Pays basque qui viennent fréquenter la ZAD à Notre-Dame-des-Landes et qui ont même construit une très belle cabane là-bas. C'est toujours difficile de savoir qu'est-ce que les gens connaissent de Notre-Dame-des-Landes. On peut supposer qu'il y a une information qui ne vous a pas échappé, c'est qu'en janvier dernier, après 50 ans de lutte, le gouvernement français a finalement plié face à un des plus gros mouvements de lutte populaire qu'il ait eu à affronter et qu'il a donc abandonné le projet d'aéroport. Et c'est là un peu que la nouvelle phase de la lutte a commencé, si vous voulez, parce que cet aéroport, il avait une emprise de 1600 hectares et s'ouvrait la question avec son abandon de qu'est-ce qui allait être fait sur les terres, à qui elles allaient appartenir, qui allait les travailler, qui allait les cultiver, et qu'est-ce qu'on allait proposer pour cette zone-là. Évidemment, avec le gouvernement Macron, on n'était pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'une des premières annonces qu'ils ont fait, c'est de dire pas question qu'on ait un nouveau Larzac, sous-entendu pas question qu'il y ait une solution un peu alternative, une solution un peu différente, qu'on fasse autre chose que ce qu'on fait partout ailleurs en France. Il faut que ce territoire revienne dans la plus pure et dans la plus stricte et rigide normalité. Et nos ambitions à nous étaient effectivement tout autres. Alors, pour comprendre un peu cette bataille des terres qui est en train de se jouer aujourd'hui, il faut revenir sur l'histoire de cette lutte-là. Le terme de ZAD, c'est assez intéressant parce qu'avant d'être le symbole d'une résistance, ça voulait dire zone d'aménagement différé. C'est un truc qui, à Notre-Dame-des-Landes, est apparu en 1974, donc vous voyez, il y a assez longtemps, et qui est une forme de politique administrative pour faire le vide, pour faire en sorte qu'à l'endroit où va venir se poser une infrastructure comme un aéroport, il n'y ait absolument plus rien pour s'y opposer. C'est-à-dire que le Conseil général, en l'occurrence, à Notre-Dame-des-Landes, rachète des terres, rachète des maisons.
Ça a commencé dans les années 70 et dès le début, le mouvement agricole, les paysans de Loire-Atlantique se sont opposés à cette logique en disant il est hors de question qu'on fasse un aéroport ici et clairement si on commence à voir tous les paysans qui s'en vont, tous les agriculteurs qui s'en vont, les fermes qui sont désertées, ça sera très facile pour les gouvernements à venir d'installer l'infrastructure. Donc eux, ils ont commencé leur première résistance en stabilisant les exploitations, en faisant en sorte qu'elles soient reprises, qu'elles ne soient pas abandonnées et qu'il n'y ait pas un désert humain qui s'installe à Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'était dans les années 70. Ensuite, pendant plusieurs dizaines d'années, le projet a été un peu mis sous le tapis, mais la zone d'aménagement différé a continué à faire son œuvre, son travail de sape, c'est-à-dire que des personnes sont parties, sont mortes, des maisons ont commencé à être vides, sans aucun habitant. Et quand dans les années 2000, le projet est réapparu, on s'est retrouvé avec un territoire qui était beaucoup moins peuplé et habité que dans les années 70. Au moment où le projet est réapparu, dans les années 2000, il y a eu une forte contestation citoyenne. C'est le moment où est apparue l'association LACIPA, que vous connaissez sans doute, qui a eu une grande force de mobilisation et qui a été décisive dans cette lutte-là. Et un certain nombre d'habitants à ce moment-là se sont dit non mais si on laisse la situation comme ça, si on ne fait rien pour repeupler ce territoire, pour faire en sorte que des gens y habitent, c'est sûr qu'on va se faire écraser comme une mouche, comme un insecte, quoi. Donc un petit groupe d'habitants qui s'appelait les Habitants qui résistent ont lancé un communiqué qui va donner à cette lutte son caractère tout à fait spécifique. Ce petit groupe d'habitants va dire « Venez habiter à Notre-Dame-des-Landes, venez squatter des maisons, venez occuper des terres, venez cultiver ces terres-là, nous vous accueillons, venez ici pour résister avec nous ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé à partir de 2007-2008. Les premiers, ce qu'on va appeler les occupants, qui est un mot un peu délicat, mais bon, faute de mieux, on les appellera comme ça, les premiers squatteurs, sont arrivés et ont commencé à s'installer dans des maisons que leurs propriétaires avaient abandonnées. Ça va créer quelque chose d'assez... on va parler un peu du volet agricole, hein, puisqu'on est à un salon de l'agriculture, si j'ai bien compris. Les premiers occupants qui venaient, c'était souvent des jeunes qui étaient des villes, qui avaient peu à voir avec ce qu'on fait dans les zones rurales. Et donc la rencontre n'était pas évidente avec les paysans du coin, avec les habitants de Notre-Dame, les habitants de Fay, les habitants de Vigneux, des bourgs alentours. Et une des choses qui a permis cette rencontre, qui l'a facilité, c'est justement le fait de cultiver ensemble. Il y a notamment un petit espace qui est un terrain qui a été pris pour du maraîchage, qui s'appelait le Sabot, où les paysans du coin se retrouvaient avec ce qui allait devenir les zadistes pour faire leur maraîchage, pour faire leurs légumes, pour eux, mais aussi pour les événements de la lutte, pour aussi des luttes qui se menaient à Nantes, pour soutenir d'autres personnes, etc., etc. Une des particularités qu'il faut quand même noter, c'est que la Loire-Atlantique, ce n'est pas n'importe quel département au niveau du syndicalisme agricole. C'est un endroit où il y a eu une très forte implantation des paysans travailleurs, je pense que certains d'entre vous doivent connaître, avec notamment leur leader Lambert, qui était, si on veut, une scission de la FDSEA de l'époque, qui était à l'origine aujourd'hui de la Confédération paysanne, quoi. Qui a pris cette branche-là très tôt et avec un nombre très important d'adhérents. Donc il y a vraiment une histoire du syndicalisme agricole de combat sur ce département-là. Ces gens, ces squatteurs qui sont venus et dont nous on fait partie, c'est eux qui ont été à la cible d'une opération d'expulsion en 2012. Une opération que les chargés de communication d'alors avaient eu la bonne idée d'appeler l'opération César, quoi, au pays d'Astérix. C'était vraiment des gens qui avaient une imagination assez splendide. Et cette opération a été un fiasco total, parce que justement, dans les ministères, à la préfecture, etc., on pensait que ces squatteurs, ces jeunes des villes, là, on allait les dégager, et puis que la population locale, elle allait rester bien tranquillement chez elle, et elle allait surtout pas les soutenir. Et en vérité, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Tout l'inverse qui s'est produit, notamment parce qu'il y avait eu ces rencontres dans les potagers, sur les tracteurs, etc., etc. C'est que tout le monde s'est solidarisé. Et à ce moment-là, nous sommes devenus véritablement un mouvement. C'est-à-dire qu'on a fait des manifestations à 40 000 personnes. On a eu une véritable impact médiatique, un impact public. Et la ZAD de zone d'aménagement différé est devenue, dans le langage courant et même dans le dictionnaire, vous pourrez aller le vérifier, zone à défendre. Cette zone à défendre, nous, souvent, on l'appelle commune, une commune autonome.
Parce que, suite à cette opération policière qui s'est révélée être un fiasco incroyable en 2012, la police et l'administration française n'est plus jamais revenue sur ce territoire jusqu'à l'abandon du projet d'aéroport. C'est-à-dire qu'on a eu 5 ans entre 2012 et 2018, où sur 1600 hectares en Loire-Atlantique, on a fait absolument ce qu'on voulait. Et faire ce qu'on voulait, pour nous, c'était aussi faire de l'agriculture. Je veux dire, on est une génération de... je ne sais pas comment dire, ceux qui ont notre âge, 30 ans, 20 ans, même 40 ans, on est des gens qui avons été relativement déconnectés de l'usage du sol. Et une des choses qui nous tenait à cœur, en arrivant à Notre-Dame-des-Landes et en participant à cette lutte, c'était de remettre les pieds dans la terre, de remettre les mains dans la terre, d'apprendre à faire des choses, de savoir faire quelque chose de notre corps et de nos mains. Et ça, la lutte contre l'aéroport a permis que nous le fassions, et a permis que nous le fassions dans des conditions qui étaient véritablement optimales, à savoir qu'on était entouré par des paysans qui avaient des savoir-faire incroyables, des artisans, tout un ensemble, tout ce qui faisait l'hétérogénéité de ce mouvement de lutte, et qui permettait qu'on vive à cet endroit-là et qu'on mette en place des projets collectifs absolument splendides, qui correspondaient exactement à ce qu'on voulait. Par exemple, pour vous donner des exemples un peu concrets, on a 2 boulangeries sur la ZAD qui font 5 fournées de pain par semaine et qui donnent du pain pour absolument tout le monde. Ce pain-là, il est fait à partir du blé et du sarrasin qui est cultivé sur la zone et qui est moulu, c'est ça, dans la meunerie de la ZAD. C'est-à-dire qu'on a une chaîne absolument parfaite du début à la fin pour notre consommation, et d'autres usages. Des fois, on amène du pain aux migrants à Nantes, etc., qui est relativement efficace, quoi. On a une brasserie. On a une ferme auberge dans laquelle on organisait en tout cas des tueries de poulets, de cochons, mais aussi d'ovins et de bovins. Donc en tout, quelque chose qui n'est absolument pas possible de faire ailleurs en France. C'est-à-dire qu'on a eu la possibilité de faire de la boucherie, d'élever des vaches sans les pucer, sans les baguer, en expérimentant immédiatement. C'est-à-dire sans avoir à faire de l'administration, si vous voulez, sans se dire je vais faire un parcours, demander une DGA, etc., etc. On a pu se jeter dans la paysannerie comme un savoir-faire qui était totalement naturel et complémentaire de toutes les activités qu'on pouvait avoir par ailleurs. Et ça, pour toutes les personnes qui sont passées à la ZAD, qui y sont passées un jour, qui y sont passées un mois ou qui y sont passées 10 ans, ça a été quelque chose d'extrêmement bouleversant existentiellement, quoi. Oui, je veux bien préciser que toutes ces activités qu'on mène sur la ZAD, c'est pas du tout pour essayer d'atteindre une forme d'autarcie, pour essayer que nous, on ait tout ce qu'il nous faut et d'être bien entre nous, mais c'est tout le temps ouvert sur les autres. C'est ouvert pour ravitailler des luttes à Nantes, c'est ouvert parce que des gens viennent nous montrer comment ils font. Donc c'est une porosité énorme qui a permis cet énorme mouvement de lutte. Quelque chose qui est intéressant, par exemple, c'est qu'il y a aussi eu des formes d'occupation sur ce territoire qui allaient un peu plus loin que la simple lutte contre le projet d'aéroport. Je vais m'expliquer. Les terres qui ont été rachetés par le Conseil général au fil du temps, au fil de cette ZAD, comme zone d'aménagement différé, l'État n'avait pas envie qu'elle soit laissée en friche. Donc ce qui a été proposé, c'est que les gens qui avaient des baux agricoles sur ces terres-là et qui avaient vendu leur droit à exploiter ces terres, que ces personnes-là puissent, au moyen de conventions d'occupation précaire, de COP, qui étaient renouvelables chaque année, continuer à exploiter ces terrains-là. Ils pouvaient continuer à les exploiter et ils pouvaient aussi continuer à toucher la PAC dessus, par exemple. Et le problème qui s'est posé au mouvement contre l'aéroport, c'est qu'on s'est dit oh, vous êtes gentils les gars, vous avez vendu vos droits à exploiter. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait. Il y a plein de paysans qui ont été des paysans historiques et résistants qui sont allés jusqu'à l'expropriation et qui, eux, n'ont rien lâché, ni leur droit à exploiter les terres, ni leur droit de propriété. Donc vous avez vendu vos terres et il n'y a pas vraiment de raison que vous continuez à pouvoir les utiliser. Il ne faut pas demander le beurre et l'argent du beurre. Donc le mouvement est allé les voir et leur a dit, bon, maintenant, on va développer des activités agricoles nouvelles avec des jeunes qui ont envie de s'installer ou en tout cas de faire de l'agriculture d'une manière ou d'une autre sur ces terres-là. Donc certaines terres ont été reprises à ces paysans-là, qui continuaient à les exploiter alors qu'ils avaient vendu leur droit à le faire. Nous, par exemple, l'endroit où on habite et que Violette vous racontera un peu plus en détail, qui est la ferme de Saint-Jean-du-Tertre, est une ferme qui a été occupée exprès dans cette vision-là, c'est-à-dire d'empêcher l'agrandissement d'un agriculteur
par le fait qu'il continue à travailler ces terres qu'il a vendues pour le projet d'aéroport, alors qu'il a été compensé par ailleurs d'autres terres à proximité de son exploitation, donc pour éviter que sa ferme ne s'agrandisse. Entre 2012 et 2018, vous en doutez, il y a énormément de péripéties à cette lutte. Il y a des combats, des manifestations, des blocages, tout un tas de choses. Tous ces détails, vous pourrez les trouver dans l'abondante littérature qui a été commise par les zadistes et leurs acolytes, qui se trouvent sur la table au fond là-bas. Juste pour dire sur l'abandon du projet, on se retrouve avec l'État, du coup, qui nous demande de retrouver une forme de normalité. C'est-à-dire, on abandonne l'aéroport, mais il faut que le territoire redevienne exactement comme il était avant. Donc on demande à tous ces gens-là qui se sont jetés à corps perdu dans la paysannerie, qui ont commencé à travailler de leurs mains, etc., de rentrer dans les cases un peu étriquées de l'administration. Et cette chose-là s'est faite après 3 jours d'une expulsion très dure menée au moyen de 2500 gendarmes, 5 blindés, des dizaines de drones, une occupation du territoire avec beaucoup de jets de grenades, comme vous avez certainement pu le voir dans les journaux. Au terme de 3 jours d'affrontements très intenses avec la police sur le territoire de la ZAD, on a Madame la préfète qui a sorti ce qu'elle a appelé des fiches simplifiées et qui, avec un petit sourire en coin, a dit voilà, bon, soit vous signez ces fiches-là, qui veulent dire vous voulez vous inscrire dans une forme de retour à l'ordre, soit on continue la punition. Et bon, la suite de l'histoire, c'est Violette qui va vous la raconter. Bon, je vais essayer de faire un peu court, puis il a dit des trucs que je devais dire, alors ça va être d'autant plus court. Alors d'abord, quand même, parce que c'est important, Arratsaldeon et Tamileshker gu gomitatse agatik. Je me suis pas trompée. Donc merci de nous avoir invités. Alors on en est à la préfète, donc notre préfète démissionnaire maintenant, elle travaille au ministère de l'Agriculture à présent. Elle a gagné des galons, donc de l'écologie, pardon. Donc elle est rentrée au ministère parce qu'elle a bien su mater les écologistes. Du coup, ça la rend une grande écologiste, directrice de cabinet de Rugy, également un Nantais. Voilà, donc ça l'a menée loin. Mais notre préfète de l'époque, elle arrive donc au moment où la ZAD est totalement en ébullition avec des chars d'assaut, donc quelque chose. Enfin, on s'y attendait pas trop au coup des chars d'assaut. Et donc, elle se fait prendre en photo ainsi, avec des petites fiches simplifiées, au cas où on aura un petit peu de mal à écrire. Et donc, il suffit juste qu'on les remplisse. Il y a quelques lignes, déclarer un nom et des parcelles. Des parcelles, un nom, voilà, c'était à peu près, si je me rappelle bien, c'était simplifié à ce point-là, quoi. Et le sous-entendu, qui était d'ailleurs à peine sous-entendu, c'est que bien sûr, si on ne remplissait pas tous ces fiches, on allait être détruit de la même manière que les 2 tiers de la ZAD venaient d'être détruits en 3 jours, parce que c'est à peu près les 2 tiers des habitats qui ont été détruits en 3 jours. Donc on était un petit peu sous tension. Et ce qu'on comprenait, c'est que une solution du type Larzac, que nous, pour le mouvement, avait espéré jusqu'à présent, c'est-à-dire un bail unique pour une entité collective qui représenterait le mouvement, ça, c'était une solution que l'État n'avait pas du tout envie de choisir et qu'ils essayaient plutôt de nous mettre dans des cases très individuelles. On avait envisagé, nous, depuis des années, en fait, depuis, je crois, 2014, de bâtir ce qu'on appelait une entité collective. Parce qu'aux alentours de 2014, les gens ils se sont dit non mais quand même, hein, peut-être qu'on va gagner, et il faut dès maintenant se préparer à une victoire potentielle contre l'aéroport. Donc, ils avaient établi un texte, une sorte de charte, c'est pas beau charte, mais quelque chose comme ça, qui s'appelait les 6 points pour un avenir sans aéroport. Et ce texte-là était partagé absolument par toutes les composantes du mouvement, et il comprenait la création d'une entité collective. Là, ça venait directement saper ces bases-là, et c'est pas pour rien, je pense, qu'ils n'ont pas opté pour une solution de type Larzac, c'est que ça venait saper aussi ce qui nous réunit là, c'est-à-dire une certaine idée du commun, du collectif, et la volonté vraiment que ces terres restent communes. Sauf que bon, à ce moment-là, on avait le tank sous la gorge, hein, et donc après d'intenses débats en assemblée, on a décidé de remplir ces fiches pour qu'il reste quelque chose à défendre. Parce qu'on savait bien qu'en fait, le pari de dire bon, ils vont détruire les habitats, mais on va revenir, on va rester là, c'était beaucoup trop hasardeux, quoi, et qu'une fois qu'il n'y a plus rien à défendre, ça devient vraiment assez compliqué de continuer à mener une lutte sur le terrain. Et du coup, on s'est dit, bon, voilà, on va remplir ces fiches-là, mais on va les remplir à notre manière,
Et en plus, on va les remplir de manière un peu hypocrite, quoi, je vais dire. On s'est dit, on va continuer nos activités. Il est hors de question que nos activités, elles viennent se plier à ce cadre administratif-là, parce que sinon, vraiment, on aurait quand même perdu beaucoup. Et du coup, ce sera comme une vitrine, quoi. Et on a appelé ça le manteau. On s'est dit, le corps, il bouge pas. On continue à faire ce qu'on a toujours fait. Par contre, par-dessus, on met un manteau qui cache un peu tout ça et qui est acceptable par l'État. Et c'est pour l'instant ce qui se passe, bien qu'il faille toujours rester, je pense, vigilant sur l'avenir. Et donc, cette séquence-là du printemps s'est terminée quand même par une deuxième vague d'expulsion, parce qu'il y a des lieux qui n'ont pas voulu signer les fiches, donc 6 lieux sur une 60aine, donc qui ont refusé de rentrer dans ce processus-là, et qui, eux, ont donc subi soit des expulsions, soit une destruction. Et donc, c'était en demi-teinte, quoi. Voilà. Certains pouvaient se dire, voilà, on a quand même subi une attaque très forte avec beaucoup de destruction, et à la fois, ce qu'on a réussi à faire, c'est rester là, et être encore là aujourd'hui avec nos activités. Voilà. Donc, malgré tout, je pense que malgré ce qui s'est passé, les blessés, les lieux détruits, on a quand même abouti à quelque chose de totalement improbable, je pense, c'est que ces zadistes qui vivaient là, pour certains depuis une dizaine d'années, ont pu rester là, alors que bon, c'était quand même assez possible qu'ils nous virent tous, quoi. Alors donc ces fiches qui ont fait tant de bruit par chez nous, on les a remplies, mais on n'a pas fait exactement comme il fallait. Donc, on a mis un bazar pas possible. C'est-à-dire que chaque fiche n'était pas une fiche individuelle comme le réclamait la préfète, mais était une fiche nominative. Il y avait certains noms, ça c'était obligatoire. S'il n'y avait pas eu de nom, ça n'aurait pas marché. Mais un nom qui correspondait à quelqu'un qui était d'un collectif, d'une association, d'un groupe, quoi. Et chaque parcelle était entremêlée avec une autre. Donc il y avait les fiches, elles pouvaient déclarer par exemple une parcelle, puis une autre fiche déclarait la même parcelle. Parce que c'est ça les usages qui sont à la ZAD. C'est-à-dire que sur le même bout de terrain, il va y avoir le groupe verger qui a ses arbres autour. Dans le champ, il va y avoir le groupe céréales qui fait lui-même une rotation avec le groupe qui s'occupe des brebis, lui fait lui-même d'autres rotations sur d'autres parcelles avec des paysans historiques. Et donc cet entremêlement des usages, on n'avait pas du tout envie de le réduire à quelque chose de monolithique comme la préfète nous le demandait. Et on l'a fait apparaître dans les fiches. Et ça a été un travail énorme qu'on a dû faire en, je ne sais plus, mais enfin, quelques heures, quelques jours. C'était très très court le délai qu'on avait. On a abouti à une pile comme ça. Cette pile comme ça, on a été l'amener, je ne sais plus à quelle heure, à l'administration. Et bon, ils se la sont gardés sous le coude. Mais on était quand même un peu contents que malgré tout, ça reflète un petit peu ce à quoi on tient. Qu'on ne soit pas complètement non plus mis dans les formes qu'ils nous demandaient, même si, par ailleurs, on sait que ces formes, c'est une vitrine. Donc, ils se sont mis ce tas sous le coude jusqu'au moment du mois de juin, où c'est le COPIL. Alors, vous allez voir que dans ce que je vais dire, il y a pas mal de sigles et tout, et que de plus en plus, à la ZAD, on est contaminé, notre langue est contaminée par ces espèces d'affreuses choses. Mais on est bien obligé de le dire. Donc, COPIL, c'est comité de pilotage. Donc, c'est un espèce de groupement. En gros, quand l'administration n'arrive pas à régler un problème ou un problème trop gros pour elle, qui ne rentre pas dans ses instances habituelles, elle fait un comité de pilotage. Donc là, le comité de pilotage, c'est une grosse réunion avec la Chambre, les élus locaux, les syndicats, les principaux syndicats agricoles, la préfecture et la DDTM, donc la direction départementale des territoires et de la mer, qui est l'instance en charge de la répartition des terres aujourd'hui de la ZAD. Et étaient invités également la CIPA et la DECA, donc 2 associations de lutte, qui ont refusé de venir parce qu'elles disaient on ne va pas venir en tant que nos associations, nous, on veut que ce soit la délégation du mouvement qui vienne. La délégation du mouvement, c'est un groupe de gens qu'on a, alors selon les composantes, élus pour certains, désignés pour d'autres, et qui représentent un peu toutes les composantes. Il va y avoir une personne de ces différentes associations, des naturalistes et des zadistes. Et l'État ne voulait pas du tout entendre parler de ce machin-là. Et donc, la CIPA refusait d'aller à cette délégation. À ce COPIL, pardon. Et à ce COPIL-là, à la suite, il fallait qu'on vienne tous, individuellement, chaque nom sur la fiche,
pour remplir des papiers, se faire photographier, je ne sais plus ce qu'il y avait, bon, c'était d'autres joyeusetés administratives. Et à chaque fois qu'il y a eu ces rendez-vous-là, où on doit se rendre, à chaque fois il y a un rassemblement, et à chaque fois on essaie de décaler un petit peu la tristesse administrative qu'ils veulent nous imposer. Donc là, ce jour-là, tous les gens des fiches qui avaient été prises sont allés avec des t-shirts qui avaient été sérigraphiés à la ZAD, où c'était marqué dessus « On la joue collective », et sont allés comme ça remplir les papiers. Et on a organisé une grande partie de foot devant l'administration. Voilà. Donc à chaque fois, c'est un peu ces décalages-là. Donc à la fin de ce copil, 15 COP, donc des conventions d'occupation précaire dont il a déjà parlé, qui sont des espèces de baux complètement au rabais, quoi, tout à fait précaires, comme son nom l'indique, ont été signés. Ces baux, ils ont été signés seulement pour 6 mois aux occupants. Et donc ces 15 COP, elles recouvrent 170 hectares sur la ZAD. Alors pour faire un espèce d'état des lieux, il faut suivre, hein, parce que même nous, des fois, on a du mal. Hein. Donc il y a 1600 hectares de ZAD. Sur ces 1600 hectares, il y a aussi des haies, des routes, quelques mares et tout. Je les enlève. Donc aujourd'hui, là où on en est, c'est 170 hectares qui étaient des terres déjà au mouvement. Tu l'as expliqué, ça ? Vite fait. Alors, les terres du mouvement, c'est des terres qui avaient déjà été arrachées à la répartition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des terres qui avaient été cultivées par les occupants et certains paysans historiques ou ensemble, enfin voilà. Et à un moment donné, le mouvement est allé à la Chambre et a dit « Ces terres-là, vous les redistribuez plus. C'est fini, c'est pour nous, quoi, voilà. » Donc il y a eu un rapport de force avec la Chambre et ces 170 hectares, ça fait plusieurs années, ils sont plus du tout redistribués et qui, bon, dans le parcellaire de la Chambre, ils savent que c'est pour nous, quoi. Donc ces 170 hectares, maintenant, on les a de manière officielle avec des conventions d'occupation précaire. Ensuite, il y a 370 hectares qui sont aux paysans historiques, donc les paysans dont il parlait tout à l'heure, qui ont refusé de vendre. Et un peu plus de 500 hectares à d'autres paysans. Alors pourquoi je fais une répartition comme ça ? C'est qu'à la ZAD, on a une espèce de typologie. Hein. Vous avez entendu dans le discours de mon collègue un peu voilà, la typologie de la biodiversité locale. Et il faut un peu l'expliquer quand même, parce que c'est sûrement pas clair pour tout le monde. Mais ces paysans historiques, donc comme il a expliqué, ceux qui ont refusé de vendre, donc eux, ils vont avoir aussi des COP. Hein. C'est pas mieux que nous, ils n'ont pas de baux non plus. Donc ça représente 11 personnes, 5 familles à peu près, hein, voilà, plus ou moins maintenant, ces choses-là bougent. Donc ça, c'est la première espèce d'humain qu'on trouve sur la ZAD, c'est le paysan historique. Ensuite, on a le cumulard. Le terme cumulard, c'est un vieux terme en Loire-Atlantique. Je ne sais pas s'il existe ici. Je pense, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est un vieux terme qui a été employé pour dire voilà, les gens qui ont trop de terres, quoi, qui s'accaparent les terres, qui s'agrandissent trop. Donc, ça, comme il l'a expliqué, c'est ceux qui ont accepté de vendre, de céder leurs baux sur les terres à Vinci à l'époque, et qui ont eu de l'argent en compensation, mais qui par ailleurs, vu qu'il n'y avait toujours pas d'aéroport et que l'État ne voulait pas laisser ces terres partir complètement en friche parce que ça aurait fait bordélique, ils redistribuaient chaque année à ces paysans-là qui avaient vendu. Donc ils continuaient de cultiver les terres qu'ils avaient par ailleurs vendues. Et c'est là où, évidemment, avec les occupants, donc ça c'est la troisième espèce, hein, le zadiste, donc des gens qui sont là depuis parfois 10 ans, comme il l'a expliqué. Et donc on a eu des problèmes entre les occupants et les cumulards. Là dernièrement, c'était un peu là que se situaient certains des conflits. Parce que parmi les occupants, il faut quand même préciser qu'il y avait aussi des gens qui étaient paysans. Donc l'exemple qu'il a cité, le cas de la ferme de Saint-Jean-du-Tertre, c'est des paysans. Alors maintenant, il y en a un paysan c'est un jeune qui s'est installé ici avec l'appui d'un groupe de paysans qui regroupe aussi des associations, des syndicats qui s'appellent Copains en Loire-Atlantique et qui ont installé ce jeune qui fait des vaches laitières. Et donc installer des jeunes de manière plutôt classique, il a un parcours d'installation plus classique que les autres occupants, c'était un geste que faisaient les paysans pour empêcher aussi que ces terres aillent à l'agrandissement. Donc lui, face à lui, il a un paysan cumulard tout à fait classique dans la région, qui a énormément de terres, qui est en GAEC, enfin voilà, je ne vous la fais pas, j'imagine que vous voyez, qui a une exploitation proprement énorme, quoi, en vaches à viande. Donc là, il y a eu un gros conflit entre ces deux personnes-là, conflit qui a été partiellement gagné par nous-mêmes, donc par ce jeune Willem,
qui a eu gain de cause sur une partie des terres, parce que c'était des terres qu'il cultivait déjà. Donc le paysan en face a cédé, et ce qui est magnifique, c'est qu'il a cédé, mais il va être compensé une nouvelle fois. Donc à la fin, il va vraiment être compensé de partout, quoi. Bon, voilà. Donc la bataille un peu qui se situe entre ces deux typologies humaines de la ZAD, c'est entre, vous voyez bien, la légalité et la légitimité. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, légalement, eux, ils ont des COP sur les terres, sur ces terres-là. Et Willem n'en avait pas, alors qu'ils vendent son lait à Biolay depuis des années, etc. Mais par contre, la légitimité, c'est lui qui l'a, évidemment. Parce qu'en fait, grâce aux paysans historiques, aux occupants et à tout le reste du mouvement de lutte, c'est ces terres, c'est grâce à ces gens-là que les terres, elles sont agricoles, que ce n'est pas un tarmac d'aéroport, quoi. Donc la bataille, elle se situe à ce niveau-là, philosophiquement, on va dire, parlant, et elle n'est pas du tout finie. Ça va se continuer encore l'année prochaine, ça se continue, c'est toutes les semaines, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et peut-être pour raconter rapidement ce qui a un peu bouleversé nos vies, à nous les occupants, c'est que le zadiste, il a un petit défaut, c'est qu'il n'est pas très doué pour remplir la paperasse. Voilà, c'était pas une habitude locale. Mais l'espèce a évolué rapidement, et donc ce qui a été assez marrant, c'est que là on imagine un peu de loin que toute cette paperasserie c'était très ennuyeux, etc. C'est un côté effectivement très ennuyeux, mais comme il a fallu faire très vite, un groupe s'est monté de gens qui ont pris une cabane qui était partiellement vide, qui était une cabane qui avait été donnée par un comité à l'époque où les comités apportaient des cabanes à la ZAN, et qui est au fond d'un jardin, et donc ils se sont mis là, ils ont branché l'internet, il y avait des ordinateurs partout, et c'était ouvert au début, je crois quasiment H24, quoi, parce qu'il fallait aller très très vite. Et là, tous les gens qui étaient concernés par les projets qui étaient sur ces fameuses fiches et ces COP venaient, et les papiers étaient faits en commun. Et donc, quand on entrait là-dedans, c'était un bordel pas possible, avec des tas de fiches de papier. Et ce bureau, qu'après ils ont appelé le bureau d'autodéfense administrative, a existé pendant plusieurs mois avec des gens qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied et dans une ambiance tendue parfois, mais quand même avec une volonté de faire. Et on peut supposer aussi que l'État, en nous demandant de faire des parcours d'installation classiques en, je sais plus, 2 mois, il espérait qu'on allait se foutre dedans, qu'on n'allait pas y arriver, parce que c'est mission impossible. Mais en le prenant sous cet aspect-là collectif, en fait, on y arrivait. Et ils étaient très très surpris à la DDTM quand on arrivait à l'heure avec les papiers. Ils disaient mais comment vous avez fait, quoi. Et voilà, parce qu'on l'avait fait tous ensemble, quoi. Donc ça c'était vraiment quelque chose qui a été important et qui a permis que ça marche, hein, parce que si chacun avait dû faire les papiers pour chaque COP, en fait ça n'aurait pas fonctionné. Et alors là où on a un problème aujourd'hui avec ces COP, c'est qu'elles sont, comme je vous l'ai dit, très précaires. Et qu'une COP, ça saute s'il y a une vente. C'est-à-dire si les terres sont vendues, la COP est annulée, quoi. C'est comme s'il n'y avait rien. Et justement, les terres de la ZAD vont être vendues là, dans le premier trimestre 2019 au Conseil général. Ça s'appelle le Conseil départemental maintenant. Bon, voilà. Alors, c'est pas encore annoncé. Enfin, ça a été annoncé plus ou moins. Mais ils sont en bisbille parce que le Conseil départemental voudrait acheter toute la ZAD pour 1 euro. Bon, alors l'État, quand même, il a dit oui, bon, peut-être pas quand même, 1 euro. Donc là, ils sont en train de faire des estimations, mais enfin, ça va être vendu. Et donc, à partir du moment où ça va être vendu, les COP vont être annulées. Et ça, évidemment, ça met absolument tout ce qui s'est fait jusqu'à présent en grand danger. Donc, d'autant plus que... donc c'est pour ça qu'on demande des baux agricoles classiques, normaux, parce qu'on a fait les installations agricoles qu'ils nous demandaient. On a fait ce qu'ils nous demandaient, donc on veut des baux, quoi. Et puis que les paysans historiques également aient des baux, parce qu'ils n'en ont toujours pas. Et le problème de cette vente au Conseil général, c'est aussi que le Conseil général, il va acheter toutes ces terres-là, mais il ne va pas les garder, quoi. Il va les acheter pour les revendre. C'est pour ça qu'un euro symbolique, pour lui, c'est quand même sympa, quoi. Et à mon avis, on est nombreux à soupçonner qu'il va les revendre assez vite. Et donc, nous, on s'est dit, la seule solution, si jamais il ne veut pas nous faire de beau, si jamais on entre en conflit avec lui, c'est quand même une possibilité, on va nous-mêmes se mettre en position de racheter les terres. Donc ça a été un long débat, hein, parce qu'en Loire-Atlantique, c'est pas du tout évident. Dans le monde paysan, l'accès à la propriété, c'est quelque chose qui est pas évident, parce que les paysans en lutte ont tendance à défendre le fermage et le fait de ne pas être propriétaire de la terre. Donc ça a été des débats internes gros. En fait, comme on n'a pas d'autre solution, on s'est dit, il faut acheter les terres et puis il y a les bâtis. Et le bâti, c'est pareil, il va être vendu, ça on sait que le Conseil général va le vendre.
Donc, on a créé un fonds de dotation, une espèce de montage administratif qui permet d'avoir de la propriété collective, commune, sans que personne n'en soit le président ou le responsable. Donc, totalement collectif. Et ça, on va lancer une levée de fonds là, dans le courant du mois de décembre. Si vous suivez un peu, vous serez au courant. Donc ça, c'est une des solutions qu'on a trouvées là, pour l'avenir proche, pour garder les terres. Et puis évidemment, l'autre chose qu'on fait, c'est toujours maintenir un rapport de force, ce qui n'est pas toujours évident hein, depuis qu'on a plus d'aéroport, parce que c'était quand même ça qui faisait venir les gens. Donc maintenir un rapport de force, c'est toujours un combat. Et donc on fait des rassemblements. À chaque fois que, comme je vous disais, il y a ces rendez-vous administratifs. Et là, dernièrement, il y a 2 jours, on a occupé les locaux de la DDTM pendant toute la journée en exigeant ce que je vous disais, donc d'avoir des baux. Ils ne nous les ont pas donnés, mais on a bien rigolé quand même. Et puis on a maintenu quand même toujours ce rapport de force sur le terrain qui représente aussi ce qu'on veut pour l'avenir, c'est-à-dire être et rester en lutte. Il disait qu'une partie de la production va à un réseau de ravitaillement des luttes du pays nantais, c'est le nom exact, on dit la cagette des terres aussi. C'est un réseau de ravitaillement qui existe déjà, qui tourne, et qui est vraiment très important, parce qu'en plus de l'autoconsommation, de pas mal de gros légumes qu'on fait tous ensemble pour tout le monde, il y a ce truc-là qui dépasse très largement la ZAD, parce qu'il ne faut pas s'imaginer la ZAD comme une espèce d'oasis fermée avec des frontières. Hein. Donc le réseau de ravitaillement, c'est aussi des gens qui vont faire le tour de toutes les fermes qui sont volontaires, bien sûr, des fermiers qui sont volontaires pour donner ou vendre à très bas prix une production pour les luttes. Et donc, c'est soit des repas qui sont organisés à Nantes de manière un peu sauvage dans les manifestations, des cagettes de victuailles qui sont données aux grévistes quand ils sont en grève depuis un petit moment, voilà, pour les soutenir, les aider, puis créer du lien avec eux. Et aussi voilà, de la nourriture qui est donnée pour les luttes autour des migrants. Et là, on a, voilà, pour clore un peu, vous poser des questions, c'est pas forcément hyper précis, mais ce qui est, j'ai l'impression, important là-dedans, c'est de comprendre que là, on parle du volet agricole, parce qu'on est au salon de l'agriculture, donc on essaie d'être dans le ton, mais qu'il y a aussi plein d'autres volets dans cette lutte-là, on ne peut pas parler parce qu'on n'aurait pas le temps, qui sont vraiment très importants, et qu'on met en avant d'habitude. Parce que l'idée, c'est pas que la ZAD devienne une zone 100% agricole, même si c'est une agriculture paysanne et collective. Et quand Macron, il avait parlé de l'aéroport, la dernière fois qu'il en a parlé à la télévision, il avait fait une petite allocution, bon, assez longue en fait, non, où il était dans une école primaire avec des petits dessins d'enfants très très beaux. On se demandait même si c'était des enfants qui les avaient faits, et puis il parlait de la campagne, quoi. Bon, on voyait bien que ce type avait jamais foutu les pieds dans une campagne, quoi. Enfin, c'était évident. Et pour lui, la campagne, c'était l'agriculture. Il y avait que ça, quoi. La campagne, il y a des paysans, puis à la ville, il y a les autres gens, quoi. Et je crois que quand même, un des trucs importants qu'on défend, c'est qu'à la ZAD, il n'y a pas que de l'agriculture. Il y a aussi une bibliothèque, il y a aussi des gens qui font de l'artisanat, il y a énormément d'autres choses qui existent. Et que cette vie-là, forte et intense, dans une zone de campagne, c'est aussi ça qu'on défend. Et qu'on va continuer à défendre là dans l'avenir tous ces autres pans là pour que bah voilà, en fait à la place d'un aéroport il n'y ait pas de l'agriculture industrielle et point barre, quoi. Voilà. Et posez des questions, hein. Profitez-en. Pour poser des questions, on va utiliser le micro. La première question, c'est souvent le plus dur. Bonjour. Pour le rachat des terres et la levée de fonds que vous projetez de faire, j'imagine que la Chambre d'agriculture prévoit aussi peut-être de vouloir acheter ces terres-là. Est-ce qu'il y a déjà d'autres personnes venant d'ailleurs et qui prévoient eux d'avoir une agriculture qui imaginent pouvoir s'implanter sur la ZAD où il y a les occupants qui sont là et qui lâcheront pas, quoi. Tu demandais s'il y avait d'autres agriculteurs que nous ne connaîtrions pas qui voulaient s'y installer, ou d'autres agriculteurs avec qui on serait en cheville et qui viendraient participer de l'ensemble de...
En fait, je te demandais si, dans la perspective de rachat, est-ce qu'il y a vraiment d'autres gens qui imaginent pouvoir s'installer dans un territoire en lutte comme ça, qui ne serait pas du tout lié aux occupants, quoi? Alors, on ne doute pas qu'il y ait des gens qui ambitionnent ce genre de truc. Mais bon, c'est là où on a un peu la force de cette lutte-là, quoi. C'est que, en fait, c'est nous qui occupons le terrain, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que les autres agriculteurs qu'on appelle cumulards, ben, ils étaient bien contents d'être récompensés une seconde fois et de lâcher ces terrains-là. C'est que nous, on a nos baraques qui sont à, tu vois, 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres des terrains en question, alors qu'eux, ils habitent à 15 km, quoi. Donc c'est sûr que tenir après des terrains comme ça, c'est un peu compliqué sans notre volonté à nous, quoi. Sachant que sur des endroits un peu, comment dire, un peu litigieux, c'est déjà arrivé qu'un champ soit labouré 4 fois, quoi, tu vois. Une fois par les cumulards, une fois par nous, une fois par les cumulards, une nouvelle fois par nous. Et en fait, bon, souvent, ce qui arrive je sais pas, comme verdict dans ces cas-là, c'est que le champ revient à celui qui sème en premier, quoi. C'est que tu repasses pas sur un semis, par contre. Donc après, est-ce que des gens s'imaginent pouvoir acheter ces terres-là sans rentrer en relation avec nous? Certainement. Est-ce qu'ils le pourront? Ça sera, je pense, assez compliqué pour eux, sauf si ça se fait de manière cordiale et sympathique, évidemment. Par contre, évidemment que nous, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas cultiver 1600 hectares de terrain, quoi. Et que, bien sûr, le souhait qu'on a, c'est que des jeunes agriculteurs, agricultrices qui voudraient venir s'installer là et qui partageraient un peu de tout ce que je vous ai raconté sont évidemment bienvenus, quoi, en revanche. Bon, ben, je crois que j'ai le rôle de chauffeur de salle. Il y a une forêt aussi dans la ZAD, le bois de Roanne, qui a été laissé sans exploiter pendant plus de 40-50 ans, qui a été utilisé ou en tout cas géré par un collectif qui s'appelle Abracadabois, c'est ça. On entend qu'il y a une filière bois industrielle qui serait aussi intéressée ou en tout cas qui convoite ce terrain-là. En fait, oui, à un moment donné, il y avait éventuellement des bruits selon lesquels ce bois pourrait repartir à des privés. Là, pour l'instant, ce qui se profile, ce serait que l'État souhaiterait plutôt que ce soit l'ONF qui en ait la gestion. Après, c'est pas encore fait, donc là, c'est des supputations. Mais que l'ONF en ait la gestion et pas nous, quoi. Qu'on soit des consultants, voilà, sur ces bois-là. Et ça, c'est une des prochaines batailles qu'on a l'an prochain, c'est d'arriver à être plus que ça pour cette forêt-là, parce que ça fait 3 ans maintenant que ce groupe Abracadabois existe à la ZAD et prend soin de cette forêt-là de manière, je pense, plus intelligente que les coupes rases qu'on voit maintenant parfois faire à l'ONF. Et il y a eu une rencontre avec les salariés de l'ONF qui sont en lutte en ce moment également contre justement ce modèle qu'on leur impose à eux, avec lequel ils sont en désaccord. Et donc, le groupe Abracadabois a été rencontrer des salariés de l'ONF parce qu'ils ont fait une grande marche à travers la France. Donc, ils sont arrivés en forêt de, je sais plus, Rambouillet, bon, je sais plus. Et donc, la rencontre a été quand même instructive. Et je pense que pour nous, c'est vraiment important Abracadabois parce qu'il y a assez peu de bois à la ZAD. Hein. C'est des zones très, très agricoles. Et donc, les forêts en Loire-Atlantique, c'est la perle rare. Et ce bois-là, aussi, il a été utilisé par nous, pour nous, et pour les gens qui auraient pu en avoir besoin, qui sont dans les luttes. Et le projet d'Abracadabois, c'est quelque chose de vraiment... C'est quelque chose de vraiment important. Si par exemple les gens arrivaient et disaient bon voilà, nous on a un projet, on va construire une cabane, une grande cabane, une maison, je sais pas, commander leur bois et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire que les gens venaient commander un cubage de bois, Abracadabois, après le marquage des arbres, ceux qui vont pas bien, ceux qu'il faut abattre, etc. Et couper les arbres à la bonne saison, faisaient eux-mêmes les poutres, faisaient eux-mêmes les planches, quoi. Donc c'est un groupe qui prend tout en charge depuis le soin de la forêt jusqu'à la planche, quoi. Et donc ce groupe-là, nous on va le défendre évidemment contre le fait qu'il devienne un simple consultant de l'ONF, quoi.
Donc pour préciser par rapport au groupe Abracadabois, c'est qu'il y a dans un des hangars qu'on a construit il y a 2 ans, il y a maintenant un banc de scie qui est installé avec toutes les machines pour faire de la menuiserie, quoi. Ensuite, de manière un peu plus générale, j'ai l'impression par rapport à Abracadabois et par rapport à l'agriculture, la voie qui est tentée, qui est recherchée à la ZAD, si vous voulez, c'est une voie entre le productivisme bourrin qui dirait voilà, il y a des arbres, c'est tant de cubage de planches, de chevrons, de poutres, on rase tout, on prend ce que ça produit et on se débrouille pour le vendre ou l'utiliser. On est entre cette logique-là, qui est très matérialiste, on pourrait dire, et une autre logique qui est un peu des logiques de doux rêveurs, quoi, qui dirait oui, alors la forêt, il faut tout respecter jusqu'au moindre petite aiguille de pin qui est tombée par terre et ne rien déplacer. C'est pas non plus quelque chose qui nous convient parce que c'est totalement anti-pragmatique, quoi. Donc on cherche une solution sensible et pragmatique entre ces deux choses-là. Et c'est assez beau de voir ces gens d'Abracadabois opérer en forêt. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont regarder les arbres et se dire bon, c'est vrai qu'on a 10 copains là qui ont besoin vraiment d'avoir du bois pour l'année prochaine pour avoir des cabanes un peu plus confortables parce qu'ils sont vraiment dans des conditions de précarité extrême. Donc il y a ça qui rentre en compte dans leur tête, dans comment ils vont choisir tel ou tel arbre à tomber. Et en même temps, ils vont aussi prendre en compte le fait que cet endroit de la forêt, il a une esthétique très particulière et les gens aiment s'y retrouver ou à y pique-niquer l'été, etc. Donc cet endroit-là, on ne va pas le toucher. Enfin, je veux dire, ça arrive à conjuguer quelque chose de très pragmatique avec quelque chose de très sensible dans l'appréhension du milieu, quoi. Et pour la paysannerie, c'est assez équivalent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de naturalistes qui ont participé à la lutte, donc qui sont venus étudier telle population d'oiseaux, telle population de tritons qui vivaient là. Enfin, toute la faune et la flore sauvage qui coexistent avec le milieu agricole. Parce qu'il faut comprendre que la ZAD, c'est un bocage, quoi. Donc c'est vraiment un truc qui a été façonné par l'homme, des haies, des prés, des mares, etc. C'est quelque chose de très marqué par l'agriculture. Mais ce paysage très marqué par l'agriculture, il a aussi créé il permet la continuation et la préservation de toute une faune et une flore qui est très menacée et très rare. Et donc les naturalistes sont vraiment passionnés pour ce truc-là. Et donc on se retrouve avec certaines personnes qui disent ouais bon d'accord, il y a un roncier en plein milieu du pré, mais j'ai vu un couple de bruants qui venaient y nicher pendant le printemps dernier, donc peut-être qu'on va laisser ce petit bout de roncier, même si ça risque à terme de menacer notre PAC sur cet espace ou ce pré-là, quoi, nos subventions agricoles. Donc, je veux dire, la réflexion va relativement loin, dans y compris la préservation de la faune et la flore sauvage par les pratiques agricoles. Face à ça, nos ennemis de cumulards, quand ils passent dans le champ qui est en face de chez nous, comme ils ont plus de 400 hectares à gérer à deux, et qu'il y a des ronciers qui poussent évidemment partout là où ils mettent leurs bêtes à pâturer, ils envoient leur petit employé de la ferme avec la pompe, c'est pas le glyphosate pour les ronces, je sais plus le nom du produit exact, passer avec la citerne et la pompe et balancer ça sur tous les ronciers qui sont au milieu de leur champ. C'est évidemment deux visions de l'agriculture qui sont complètement antagoniques, quoi. Et nous, on sait très clairement de quel côté on se situe. Si l'administration vous obligeait à des normes à suivre, que ce soit le bussage des animaux, un certain nombre de déclarations, les fameux baux dont tu parlais, en quoi consiste-t-il? Quelles impositions vous sont faites? En fait, les COP qu'on a signés, c'est, je pense, parmi les contrats les plus désavantageux qui ont été rédigés en France, hein, franchement. C'est totalement désavantageux. C'est affreux, ils ont rajouté des clauses partout. C'est des choses où ils disent que, par exemple, on ne peut pas avoir d'habitat léger, on ne peut pas avoir de caravane sur les terres. Donc là, beaucoup de gens vivent dans des caravanes, hein, par exemple. Et donc, etc., quoi. Donc, il y a énormément de clauses très restrictives qui pourraient faire qu'à un moment donné, on ait des astreintes journalières si on ne les respectait pas. Vous voyez, c'est-à-dire si tu n'enlèves pas ta caravane dans les 3 jours, tu auras 100 € d'amende par jour. Bon. Donc ça, quand on a signé les COP, on avait bien lu le contrat, on avait bien vu que c'était catastrophique. Ils n'ont pas voulu les modifier sauf sur 3 alinéas sans importance.
Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que oui, ils veulent nous imposer des normes, évidemment, c'est leur métier, quoi. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que là, pour l'instant, par exemple, toutes ces clauses dans les COP, même si on a signé des COP, ils ne sont pas venus les faire appliquer. Ils ne sont pas venus nous dire enlevez vos caravanes, sinon on vous met des astreintes journalières, démontez vos cabanes ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je disais que c'est aussi important de tenir le rapport de force, et que tant qu'on tient ce rapport de force là, on sait que eux, ils peuvent pas nous forcer. Enfin, ils peuvent pas. En tout cas, ça va être politiquement, ils vont le payer cher s'ils font ça. Et c'est pour ça que il faut qu'on maintienne une tension. Sinon, les normes, soit on les accepte, soit on s'en va. Mais évidemment qu'ils essayent, quoi. Et que c'est, je pense, uniquement par la lutte qu'on arrivera, par la lutte réelle, quoi, je veux dire, sur le terrain, qu'on arrivera à ne pas se les faire imposer. Parce qu'effectivement, dans tout ce qu'ils nous font signer ou qu'ils nous proposent, c'est toujours tout à fait désavantageux par rapport à la manière qu'on avait de faire. Et ça nous force, d'une certaine manière, à rester en lutte. Ça nous oblige. Peut-être c'est pas mal que ça nous oblige. En fait, eux, c'est sûr que ce à quoi ils veulent arriver à terme, c'est que, par exemple, on boucle tout le bétail qui est sur la ZAD, chose qui n'est pas encore le cas. Par exemple, les camarades qui sont plutôt qui se sont déclarés en exploitant, etc., eux, ils ont bouclé les vaches de Saint-Jean-du-Tertre, elles sont bouclées, par exemple. Mais dans leur idée, eux, c'est qu'on n'ait plus aucune marge de manœuvre. Après, pour le moment, nous, on n'a pas vu encore qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place pour nous contraindre à ça. Il y a certaines choses que nous, on est quasiment obligés d'accepter, parce que sinon, tout le processus un peu de légalisation de la ZAD tomberait à l'eau. Mais on espère bien arriver à garder le maximum de marge de manœuvre. Et ça, on va le garder uniquement par notre capacité de mobilisation collective sur le terrain, quoi. Et bon, on n'a pas encore été confronté à l'aspect répressif de ces choses-là. On verra quand ça arrivera, notre capacité de réaction, quoi. Je ne peux pas dire plus. Est-ce que dans la marge de manœuvre dont tu parles, là, vous avez parlé tout à l'heure d'abattage du bétail sur place, hein, donc ce qui est contraire à plein de réglementations. Est-ce que ça fait partie des choses que vous continuez à pratiquer ou ils ont mis le paquet là-dessus? Est-ce que ça filme? Il n'y a pas de contrôle explicite de ça. Je dirais qu'on continue à le pratiquer pour le moment. On n'en fait pas une publicité énorme dessus en attendant de voir qu'est-ce qui se passe aussi, quoi. Et je pense pas que, typiquement, je pense pas que c'est des choses qu'on arrivera encore à garder au-delà de l'abattage un peu, je dirais, traditionnel que se permet n'importe quelle ferme, quoi. Enfin, ça risque d'être difficile, quoi. Il y a aussi le fait que quand il y avait des abattages de ce type-là sur les bovins, parce que bon, sur les cochons, franchement, ça passe complètement à travers, mais sur des bovins, c'est pas pour la vente, quoi. C'est-à-dire que cette viande, elle va pas aller à la vente. Donc déjà, je pense que pour eux, c'est quelque chose qui les fait un peu moins... ce qui les agace un peu moins, parce qu'évidemment, ça, ce serait, je pense, pas vraiment possible. Et là, quand il y a des vaches qui sont vendues dans l'élevage de Willem, là dont on parlait tout à l'heure par exemple, là c'est tout à fait légal et c'est abattu de manière classique comme partout. Par contre, le troupeau de la ZAD, donc la ZAD a un troupeau de vaches qui a été constitué par les années, dont les vaches ont été données au tout début par des paysans en lutte autour. Ce troupeau de vaches-là, pour l'instant, n'est pas complètement légalisé et on ne sait pas encore comment ça va se passer. C'est très difficile à dire. C'est sur ce troupeau-là que les vaches étaient... Enfin, que les bœufs étaient pris pour les banquets, pour l'autoconsommation, pour voilà, ces choses-là. Disons que paradoxalement, on est à la fois à l'endroit où on a la meilleure capacité de réaction par rapport à ça, où il y a le plus de solidarité, de communauté autour pour éventuellement réagir à des tentatives de sanctions. Et en même temps, on est un des endroits qui est le plus sous le feu des projecteurs, quoi. Donc c'est sûr qu'au fur et à mesure, ils vont essayer d'augmenter la pression sur toutes ces pratiques-là, quoi. C'est certain. Tout à l'heure, vous parliez des cumulards qui utilisent des pesticides pour détruire leurs ronciers.
J'avais cru comprendre qu'il y avait des débats sur, les cultures biologiques entre les occupants et les cumulards et aussi les agriculteurs originels. Est-ce que les conversations ont un peu avancé ou alors qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour préserver le bio avec des cultures à côté qui ne sont pas bio? Qu'est-ce qu'il y a eu des changements et quel est l'état des lieux par rapport à ça? Un exemple, par exemple, avec un des paysans historiques de la ZAD, qui était en conventionnel, a commencé sa transition vers le biologique à partir de l'annonce de l'abandon. Pourquoi? Parce que je crois qu'il avait besoin d'une projection sur 5 ans pour pouvoir se lancer là-dedans. Et tant qu'il était, disons, le couteau sous la gorge de ne pas savoir s'il allait être expulsé le lendemain, en fait, c'était absolument impossible pour lui de faire ce pas-là. Donc il restait en conventionnel. Donc lui, il est passé vers ça. Enfin, et c'est clairement comment dire, les rencontres au cours de la lutte, etc., qui l'ont amené vers là. Après, il y a d'autres agriculteurs de la zone qui sont des agriculteurs historiques et résistants, qui sont totalement dans des pratiques conventionnelles les plus basiques, quoi. Il y a d'autres qui sont des cumulards, donc qui avaient plutôt vendu leurs droits à exploiter et qui, eux, sont en biologique. Enfin, vous voyez, c'est assez complexe de ce côté-là. La pratique agricole n'est pas forcément liée à l'implication qu'il y a eu dans la lutte. Enfin, c'est pas automatique, en tout cas. Et on n'a jamais stigmatisé aucune des paysans, en tout cas, qui restaient dans leur pratique traditionnelle sur la ZAD, quoi. Ou si ça a été fait, c'était vraiment sans l'assentiment d'une grande partie du mouvement qui a plutôt dit chacun est libre de faire ce qu'il veut, nous on trouverait mieux que tu fasses ça, mais bon, voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place en fait, entre des champs qui sont cultivés de façon conventionnelle et ceux qui sont en biologique, si vous savez? Peut-être pour éviter que les terrains soient côte à côte et que finalement... En fait, comme il vient de nous dire, malgré les apparences, à la ZAD, il y a un seul paysan qui est en bio. Du coup, qui est Willem, là, dont on parlait tout à l'heure, ce jeune qui est venu s'installer en 2014, qui lui fait des vaches laitières. Et du coup, ce qu'il y a autour, c'est des pâtures, pour la plupart des terres, je crois. Et je pense pas pour l'instant, en tout cas, qu'il y ait des problèmes de ce type-là, de contamination de produits d'un pré à un autre, vu la configuration des lieux. À mon avis, ça se pose pas, quoi. Et Marcel, il est en train de passer en bio, enfin Marcel et Sylvie, et du coup, c'est pas encore le cas que cette question se pose, quoi. Là, pour l'instant, je crois pas que ça pose de problème spécifiquement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un endroit où les gens se parlent, quoi. Donc, même si des gens par exemple, sont en conventionnel et voulaient pulvériser, je sais pas quoi, tu vois, sur une prairie qui est, admettons, à côté d'une cabane où d'autres personnes vivent, ça va être très simple d'aller discuter avec la personne et dire, bon, tu laisses une bande de tant de mètres, s'il te plaît. En fait, tu vois, il y a quand même une culture de l'arrangement, quoi, qui s'est trouvée au fil de la lutte, parce que les gens se côtoient quotidiennement, ont besoin les uns des autres, tout bêtement. Oui, à l'inverse, un usage des produits phytosanitaires qui est devenu un outil de lutte, quoi. Là où il racontait que le voisin avait passé du produit sur les ronciers qui sont contigus à là où on habite, quoi, enfin, qui sont le champ d'à côté. Bon, il ne l'a pas fait n'importe quel jour, il ne l'a pas fait à n'importe quel moment. C'était tout à fait stratégique de faire ça. C'était une espèce de provocation, juste la veille d'un rassemblement. Enfin voilà. Il y a aussi, d'un autre côté, l'usage de ces trucs-là qui devient stratégique. Mais la plupart du temps, à part avec celui-là qui est un petit peu têtu. Mais je pense que les gens arrivent à trouver des arrangements, même quand il y a eu des conflits sur des parcelles à la ZAD. Ou bien sûr que quand les gens ils voyaient que... la mare où les gens allaient puiser l'eau pour boire était en bas du champ. Bon, voilà, ils arrêtaient de mettre certains produits qui sont pas très bons pour les gens, quoi. Je crois qu'il n'y a pas eu tellement récemment de problèmes autour de ça. Je voulais savoir si depuis l'abandon de l'aéroport, est-ce qu'il y a des gens qui avaient laissé les terrains, se sont dit bon, il n'y a plus d'aéroport, je vais revenir.
sur des terrains que vous occupez en ce moment, quoi. Est-ce qu'il y avait des conflits qui sont nés suite à l'abandon sur ce genre de problème? Ou qui ont rempli le fameux bail hyper précaire sur des terrains que vous êtes en train d'occuper? Enfin, je dis vous. Voilà. Disons que la préfecture a été assez maligne là-dessus. C'est-à-dire quand elle a proposé la fiche, elle a dit oui, tout le monde pourra la remplir, vous voyez, tout le monde pourra avoir... En fait, c'est un appel d'offres public, quoi, pour qui veut occuper ces terrains. Et en fait, elle a reçu le paquet de dossiers là, de la ZAD. Elle a fait bon, très bien. Et elle a reçu tout un tas de demandes plus ou moins fantaisistes de personnes qui disaient ouais, moi je veux bien des terrains à la ZAD, pas de souci, je prends. Et de manière assez maligne, je pense, elle s'est dit bon, si on commence à mettre les gens en concurrence là, ça va nous péter à la gueule et c'est pas très réaliste, quoi. Donc elle a fait passer tous les dossiers, tous nos dossiers en fait en priorité. Et bon, ce qui était assez logique, parce que je veux dire, c'était reparti pour un tour sinon. Et, eux, ils ont quand même il faut comprendre que s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont un intérêt à ce que la situation se règle aussi. Enfin, ils n'ont pas toutes les clés en main, quoi. C'est-à-dire si un mauvais dosage dans ce qu'ils laissent ou ce qu'ils retiennent peut refaire exploser la situation, et ils n'ont surtout pas envie de ça. Eux qui sont en train de construire leur carrière politique, tu vois, sur le fait qu'ils ont réglé la question de la ZAD, qui était quand même une question qui a empoisonné pour eux le débat public depuis 15, 20, 50 ans pour ceux qui ont la plus longue mémoire, quoi. Je sais pas si j'ai répondu. Une petite question concrète, la ferme de Saint-Nom là, qui avait été un peu médiatique quand ça avait été détruit, aujourd'hui c'est reparti ou c'est une fiche simplifiée ou qu'est-ce que c'est devenu? Pour faire un peu court, la ferme des Sans-Noms, donc, qui avait été médiatisée, eux, là où il y avait les bâtiments avant qui ont été détruits, donc, hein, là pour le coup il n'y a plus rien, ça n'a pas été reconstruit à cet endroit-là, puisque de toute façon ils nous en ont pas laissé le loisir, je crois. Enfin, ils nous en auraient pas laissé le loisir. Il y a très peu de choses qui ont pu être reconstruites à la ZAD. Il y a juste une cabane sur l'eau qui est plus symbolique qu'autre chose, mais tous les autres tentatives, ils veulent pas, quoi. Voilà. Ils ont des arguments, donc voilà, eux ils ont été occupés un bâtiment qui était vide dans une autre partie de la ZAD, un bâtiment avec autour un petit peu de bâtiments agricoles. Et donc, pour eux, je pense que ça va. Et effectivement, il y a eu une partie de ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire les brebis, je pense que... Hein, où là, il y a eu effectivement une COP signée pour le troupeau de brebis descendants. Et le maraîchage, je pense qu'ils font partie d'un groupe plus grand. Après, c'est un truc assez intéressant, justement, la ferme des Sans-Noms, parce que c'était des cabanes qui avaient été construites en plein milieu d'un champ. Je veux dire par là qu'elles n'avaient pas été construites sur l'espace où une maison avait été rasée en 2012. C'est-à-dire quand ils sont venus là avec l'opération César que je vous avais raconté tout à l'heure, ils ont rasé un certain nombre de maisons, ils ont réussi à les raser. Ça a laissé des dalles avec des sortes d'espaces quoi, qui sont assez cohérents pour venir y habiter ou y reconstruire un bâtiment. La ferme des Sans-Noms, elle avait été mise en plein milieu d'un champ parce qu'on était dans une période d'occupation maximale du terrain qui était dévolu pour l'aéroport. Donc, tant qu'il y avait des personnes qui s'installaient, tout le monde pouvait s'installer n'importe où. Ça allait quoi, dans la limite du fait que les paysans continuaient à avoir l'accès au terrain. Une fois la ferme détruite, on était dans une autre période où on savait que les bâtiments allaient rester pour très longtemps. C'est-à-dire ce qu'on va construire maintenant, ça va être pour... pas pour l'éternité, mais jusqu'à ce qu'il y ait un problème, quoi. Et donc, dans comment on a envie de reconstruire sur la ZAD, il y a eu aussi tout un débat, c'est-à-dire de comment doit être l'habitat humain sur une zone rurale et cultivée. Est-ce qu'on doit avoir des cabanes là où bon nous semble? Est-ce que la première personne qui vient et qui a envie de s'installer là, il peut le faire? Ça pourrait être une optique. Est-ce qu'on a envie plutôt que les habitats soient regroupés autour des axes de circulation pour laisser justement des zones sauvages ou des zones avec une faible emprise de l'homme? En tout cas, ça s'est ouvert. Ces questionnements-là, ils sont aussi ouverts à nous et discutés publiquement. Et par exemple, tout le monde agricole était assez réticent au fait qu'on reconstruise des maisons en plein milieu d'un champ qui était de bonne facture agricole, quoi.
Il disait, bon, ben, si on reconstruit, autant reconstruire un endroit où on impacte moins les possibilités. Et donc ça, c'est tout un débat qui va avoir lieu autour de, encore un sigle, on est vraiment désolé, qui s'appelle le PLUI, c'est-à-dire comment voilà, une commune décide que telle zone est habitable ou telle zone ne l'est pas, et comment le PLUI est modifié à Notre-Dame-des-Landes, à Vigneux, sur les communes où il y avait la ZAD, pour que des endroits où il y avait des cabanes deviennent des endroits enfin, comment on dit, de zones habitables, quoi, résidentielles. Voilà, ça ouvre cette question-là, qui est assez intéressante hein, d'ailleurs, dans comment on se projette sur comment les populations humaines doivent se répartir sur des surfaces comme ça. Ça répond un petit peu à la question que je voulais poser. Si vous devenez propriétaire des 1600 hectares, est-ce qu'actuellement vous réfléchissez qu'est-ce que vous allez faire sur les 1600 hectares et est-ce que vous êtes partenaire justement de la réflexion des collectivités locales, donc du PLUI? Ou est-ce que pour le moment c'est prématuré est-ce que vous avez une vision globale, une perspective d'avenir sur 15 ans, 20 ans quoi? Alors, on ne va pas devenir propriétaire des 1600 hectares. Hein. Ça, par contre, je pense que ça ne va pas arriver parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant. Ça va dépendre de la levée de fonds. Mais surtout, on n'a pas les moyens de les cultiver. C'est trop grand. Du coup, là où on espérerait, et déjà, c'est un vœu très pieux pour l'instant, c'est d'être au moins propriétaire de ces 170 hectares qu'on cultive et du bâti qui est dessus. Ce qui représente déjà des sommes en Loire-Atlantique assez intéressantes, quoi, voilà. Déjà, ce serait un premier pas, et je pense qu'ensuite, évidemment, l'idée du fonds de dotation, c'est de pouvoir en acquérir davantage aussi lors des successions. Donc là aussi, il y a des terres qu'on va récupérer, je pense, parce que les paysans partent en retraite, donc de manière légale et normale, quoi, voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas partenaire des politiques locaux concernant le PLUI, parce que je pense que pour être partenaire, il faut être deux déjà pour commencer, et que je ne suis pas sûre qu'ils nous aiment beaucoup en tant que partenaire d'une décision locale pour l'instant. Par contre, il y a eu des réunions où il y a un groupe qui s'occupe spécifiquement de l'habitat et de l'avenir de cet habitat-là, qui a fait des propositions très très concrètes en fait aux municipalités. Ça dépend de 3 municipalités différentes. Pour modifier le PLUI de façon un peu cohérente et un peu maligne. Des propositions de aussi changer le statut de cette zone en un statut dont j'ai quand même oublié le nom, mais d'habitat bizarroïde. Enfin voilà, il y a eu des propositions qui sont légales, enfin qui existent, je veux dire, dans le droit. Ces gens ont beaucoup travaillé, là, le groupe Habitat, pour essayer de trouver des failles juridiques quelque part pour que la plupart des cabanes restent. Bon, après, on parle de quelques cabanes. Hein. Le mitage agricole n'est pas très entamé à la ZAD non plus. Hein. C'est-à-dire que la plupart ont été détruites. Donc voilà. Et je ne sais pas si on va discuter main dans la main avec les municipalités à ce propos. C'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Une des choses qu'il faut bien comprendre, je pense, pour distinguer le cas de Notre-Dame-des-Landes de celui du Larzac, c'est que nous, on est face à... En fait, la victoire n'est pas la même. Le Larzac, il y a eu une victoire qui a été une victoire au moment d'une élection. C'est-à-dire que les gens ont tenu la lutte pendant 10 ans. Et à un moment, le pouvoir a changé et s'est fait élire sur le fait de dire le Larzac doit rester paysan, le camp militaire ne doit pas s'étendre, etc., etc. Et donc les Larzaciens, les paysans larzaciens, ils avaient tout un ensemble de relais dans le gouvernement notamment pour trouver une solution qui corresponde à ce qu'ils avaient envie de réaliser comme innovant. Nous, on est face à des gens qui nous haïssent, quoi. Fait vraiment, on est face à des gens pour qui on est on est juste après Daesh, quoi. Je veux dire, pour eux, c'est des gens. Il faut voir que la représentation qu'ils avaient de nous, c'était on était bons à mettre à la poubelle, quoi. Et donc ces gens qui nous détestent depuis tant d'années, ils se retrouvent suite à la décision de Macron à ce que des politiques un peu supérieurs à eux leur disent, en fait, maintenant vous allez dealer avec les zadistes parce qu'il n'y a pas vraiment le choix, quoi. Et donc c'est évident qu'ils font absolument rien pour nous faciliter les choses. On a déployé, je pense, de notre point de vue, des trésors d'inventivité dans la recherche de petites failles, de petites niches du droit qui auraient pu correspondre à l'image à la réalité de ce territoire-là.
Et pour le moment, c'est clair qu'eux, ils essayent systématiquement de nous refermer ces possibilités et font preuve d'une mauvaise volonté invraisemblable, quoi. Donc c'est très probable qu'à un moment, on revienne à un affrontement beaucoup plus direct avec ces institutions pour que les choses avancent, parce que des fois, on a vraiment l'impression qu'ils se moquent de nous, quoi. Qu'ils attendent un peu qu'on s'essouffle, chose qui n'arrive pas pour le moment, fort heureusement, parce qu'après l'abandon du projet, nous, on ne savait pas du tout qui allait rester, en fait, pour soutenir l'avenir de la ZAD. On ne savait pas si on serait 20 ou 200 ou 2000. Et là, on se rend compte que même sur une toute petite mobilisation appelée à la dernière minute là, pour occuper la DDTM, on se retrouve à 200-300 à 7h du matin, quoi. Donc c'est plutôt très intéressant, quoi. Les gens continuent, ont mis de l'espoir là-dedans, ont envie de continuer à poursuivre ça. Et donc je pense que c'est par ce moyen-là qu'on arrivera à ce qu'eux, ils changent un peu, ils infléchissent un peu leur position et qu'ils trouvent des choses un peu plus arrangeantes pour nous, quoi. Moi, j'avais pas de questions, mais c'était plutôt un témoignage. On a eu la chance, en passant en Bretagne, de s'arrêter une journée à Notre-Dame-des-Landes parce qu'on avait une jeune du village qui était zadiste. Et on a été, nous qui sommes des paysans traditionnels, quoi, on a été vraiment emballés. Vraiment, parce que vous êtes une pépinière d'initiatives. De gestion démocratique, enfin participative des choses, une fusion d'idées qui se fait, de choses vraiment. Je l'ai dit à plusieurs jeunes que j'ai rencontrés, allez-y, passez-y 15 jours, un mois, mais passez par Notre-Dame-des-Landes, il y a plein de choses qui se font. Voilà. Ouais, bonjour. Moi, j'aimerais savoir, cette épée de Damoclès que l'on vous a imposée au niveau de la légalité, ne vous a-t-elle pas amené à trop de renoncements et vider de sa substance votre résistance? Et dans ce cas, renoncer à l'occupation et devenir propriétaire, est-ce que c'est une victoire ou une défaite? Vous avez 2 heures. Non, il n'y a pas 2 heures. C'est une question tout à fait pertinente, qu'on ne répondra pas par oui ou par non, hein, ça c'est clair. Pour donner quelques éléments qui pourraient expliquer notre sentiment, il faut voir que de notre point de vue, en tout cas du point de vue, on pourrait dire des zadistes, des occupants, etc., ce qu'on avait avant l'abandon de 2018, l'abandon du projet, ce qu'on avait avant, on ne pouvait pas rêver mieux en fait. Nous, on avait un endroit où la police française ne rentrait pas, où la justice, c'était nous qui devions la faire, parce que la justice républicaine n'existait pas. On avait obtenu une forme d'indépendance. Enfin, vous voyez, un truc qui était un anachronisme total, quoi. Je veux dire, au XXIe siècle, à 15 km de Nantes, rien n'expliquait ça. Mais de fait, dans la manière dont on vivait, on avait, c'était nous qui décidions qu'est-ce qui devait se passer. Et en plus, on avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient disponibles à nous soutenir à n'importe quel moment. C'est-à-dire, des années comme 2016, on a eu 5 rassemblements à plus de 40 000 personnes. Enfin, c'est des intensités politiques qui sont invraisemblables, quoi. Donc on était un peu, je ne sais pas ce qu'on aurait pu espérer de plus, quoi. Donc on se doutait bien que le jour où l'aéroport serait abandonné, on aurait certainement moins. Alors certains s'y étaient préparés un peu plus que d'autres. Et s'étaient dit, bon, ben, ce moins, qu'est-ce que ça pourrait être pour que ça ne soit pas absolument rien? Et par rapport à ça, je pense qu'il y a différentes postures qui viennent aussi de comment on est venu à la ZAD ou comment on y a habité. Par exemple, il était évident que les paysans historiques ou les gens qui se sont installés comme Willem là, en vache laitière à Saint-Jean-du-Tertre, qui ont fait beaucoup d'investissements, etc., c'était pas crédible qu'on leur dise, au moment où la préfecture nous faisait ce chantage à l'affiche là, en disant stop ou encore, il n'était pas très crédible que, in fine, ces gens-là disent nous, c'est pas grave, qu'on rase tout, qu'on détruise tout ce qui existe ici, parce que jamais on ne mettra un nom et une signature, jamais on ne collaborera avec l'État français. Enfin, c'était pas crédible, donc ça n'aurait pas eu lieu. Donc, à la fin, il y aurait eu des gens qui auraient fait ce geste-là de légalisation, de toute façon, sur la zone. Donc pour les autres, qui avaient pas, peut-être, qui auraient espéré un combat plus épique ou, je sais pas, une sorte
d'épopées de la lutte qui finissent peut-être de manière un peu dramatique, il y avait cette prise en compte avec qui on a lutté pendant autant d'années. Et de se dire, mais si les paysans en fait, qui habitent sur ce terrain-là, eux, de toute façon, ils ont envie de continuer à rester ici dans la légalité, nous qui on est pour dire à l'État, on vous crache au visage et envoyez bien vos flics pour tout raser et tout détruire. Parce que ce qui serait resté après, ça aurait été rien, quoi. Enfin, ça aurait été... Et donc on a préféré, je pense, pour une grande part, continuer le chemin avec le maximum de gens qui s'étaient impliqués dans la lutte. Pas tout le monde, parce qu'on en a perdu en cours de route, c'est clair. Mais on a préféré faire ce choix-là que faire le choix d'une forme de radicalité, on pourrait dire idéologique, qui aurait été de dire, nous en fait la ZAD, ça sera la zone de non-droit où la police ne rentre pas ou rien. Et de toute façon, cette hypothèse-là était déjà perdue au moment où on nous a posé la question, parce que la police, elle y était déjà, et on savait bien que ça allait plus être comme avant, quoi. Et donc c'est sûr que si un jour on devient propriétaire, peut-être qu'on va complètement se corrompre là-dedans, qu'on va devenir d'affreux capitalistes. C'est une possibilité, il faut qu'on y reste très vigilant. Mais il y a Virginie Despentes, je ne sais pas si vous connaissez, qui a eu une très belle petite lettre qu'elle a écrite à propos de la ZAD, qu'elle a dit, moi, de toute façon, j'habite à Paris, ces gens-là, je ne les connais pas, ni Dave, ni Dada, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Bon, je crois comprendre qu'ils ont peut-être signé des fiches pour essayer de sauver ce qu'ils avaient et que d'une certaine manière, ils se compromettent avec l'État français. Je pourrais penser que, ce faisant, ils vont trahir leur cause et renier tout ce qu'ils ont fait avant, mais au final... Je préfère penser l'inverse et voir si je me trompe. Et bon, je pense que nous, on a un peu ce pari-là aussi, de voir si effectivement on va plutôt préférer la vie que l'anéantissement, quoi. Je crois que c'est une chose comme ça. Peut-être on aura tort, peut-être raison, on n'a aucune certitude par rapport à ça, mais on avait envie de faire ce pari-là, je crois. Bye. César 25, on a tenu quand même plus d'une heure. Bravo. Je crois qu'il y a une autre conférence à 17h. Beraz, mila esker denari hemen egoteagatik, eta beraz, dakizuen bezala, standean egonen gira ana, hainbat liburu eta dokumentu salgai dira. Handik pasan nahi baduzue, mila esker. Et je vais peut-être redire ce que RCA vient de dire, je ne sais pas, mais nous on va se mettre à la table qui est là-bas. Si jamais vous avez envie de venir, comme la dame disait, c'est tout à fait possible, intéressant, recommandé, etc. Donc venez nous voir parce que c'est pas forcément évident de savoir où on va à la ZAD. Il y a pas, c'est bien de connaître quelqu'un, d'avoir un contact, etc. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir, nous on est très ouverts à ça. Et il y a plein de documentation, on est très arrangeant sur les prix parce que comme toute chose qu'on produit à la ZAD, on essaye de la faire partager au maximum avant de penser à l'argent, voilà. Non, mon collègue se trompe, parce que c'était vrai avant, ça. Que quand on va à la ZAD, c'est bien de savoir où on va et que c'est un peu difficile de trouver une porte d'entrée. Mais maintenant, c'est plus le cas, puisqu'il y a des Basques qui ont construit une ambassade à la ZAD. Du coup, si vous allez à la ZAD directement, vous voyez bien que vous serez accueillis là-bas, à mon avis, à bras ouverts. Et que là, pour tout le peuple basque, à mon avis, maintenant, cette chose-là a beaucoup changé. Donc n'hésitez pas à vous rendre à l'ambassada. Et j'en profite quand même pour remercier vraiment tous les gens qui ont participé à l'ambassada, donc ceux qui sont là présentement, parce que c'est un des projets qui, pour nous, nous donne de l'espoir et nous aide à répondre pour l'instant à la question du monsieur. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui mélange les cultures, qui mélange même aussi les cultures politiques, pourquoi pas, et qui s'est fait par le partage, qui a été défendu pendant les expulsions avec des Basques et des zadistes sur le toit, et qui est un bâtiment très très beau, qui n'est pas tout à fait fini, donc qui sera bientôt fini, et où sont déjà passées des rencontres avec des peuples, on va dire, en lutte du monde entier. Et je pense que c'est un des projets qui nous donne du souffle aussi. Et donc, je me permets de parler à leur place, mais évidemment, venez à l'ambassada. Puis nous, on va vous revoir sans doute en août prochain, puisque notre cher président a eu la sublime idée d'inviter le G7 à Biarritz. Je crois que c'est à la fin août.
Donc il est possible que certains éléments plus ou moins contrôlés ou incontrôlés de Notre-Dame-des-Landes viennent participer avec vous à animer les rues de Bayonne et de Biarritz. Voilà.